Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, j'interroge François Daubinet. François Daubinet est un amoureux de la matière. Sa matière à lui disparaît, aussitôt façonnée. L'éphémère est son métier et ça n'empêche en rien la quête de beauté. François Daubinet est chef pâtissier. Compagnon du devoir, il a gravi au pas de course tous les échelons du métier, de la pâtisserie de quartier à la direction des plus grandes maisons, en passant par les palaces et les tables aux étoiles. Et pourtant, François Daubinet a juste un peu plus de 30 ans. François Daubinet est un curieux qui aime tendre les bras à ses frères et sœurs de savoir-faire. C'est tout le sens de ce qu'on appelle ici la craft family. Bonjour François Daubinet. Bonjour Raphaël. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Alors très simplement, la matière est entrée dans ma vie lorsque j'avais 15 ans, lors d'une visite d'un siège de Compagnons du Devoir à Dijon, pour une journée porte ouverte. Voilà, j'ai vu un compagnon pâtissier en train de faire une pièce en sucre et de transformer donc du coup la matière, vraiment le sucre, comme un sucre qu'on pourrait mettre dans un café. Lui, il en faisait une pièce artistique, soufflée, tirée, satinée et tout ça, et voilà. Donc on a 15 ans, on est à Dijon et on voit un chef pâtissier en train de souffler du sucre. Un compagnon pâtissier, oui. Un compagnon pâtissier. C'est quoi la différence entre un compagnon pâtissier et un chef pâtissier ? Un compagnon, c'est un ouvrier qui fait un parcours d'apprentissage et d'initiation au sein des maisons des Compagnons du Devoir et donc un tour de France pendant 5 à 10 ans, on va dire. C'est les Compagnons du Devoir qui ont une branche métier de bouche comme il y a une branche métier d'art. Et on a eu beaucoup de compagnons à ce micro, mais ça veut dire qu'à la fin d'un compagnonnage, le Graal, c'est de devenir chef pâtissier. C'est ça la différence, en fait ? Pas forcément. En fait, vous êtes chef pâtissier aujourd'hui ? Moi, je suis chef pâtissier aujourd'hui. Alors, je suis compagnon par mon parcours de formation, mais c'est pas le fait d'avoir été compagnon qui m'amène à être chef pâtissier aujourd'hui. Par définition, lorsqu'on est chef pâtissier, on gère une brigade, on gère une production, on fait de la création, on fait ce genre de choses. Un compagnon pâtissier peut le faire aussi, mais plus souvent, il est quand même installé dans son affaire. Voilà. D'accord. Donc on revient à notre matière à Dijon et à ce coup de foudre avec la matière sucre. C'est vraiment tout de suite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se parle aujourd'hui, vous êtes tombé amoureux d'une matière avant de tomber amoureux d'un savoir-faire. Exactement. En fait, ce qui m'a vraiment pris par surprise et en étonnement, c'est le fait de... Je me souviens très bien de la phrase qu'il m'avait dite à ce moment-là. Ce carré de sucre, toi tu le mets dans un café et moi j'en fais un sucre cuit. Et en fait, c'est vraiment impressionnant d'ajouter un tiers du poids de son eau, on va dire très brièvement, et d'en faire ensuite une matière qu'on peut souffler, tirer, satiner, sculpter. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant et qui est apporté par pas grand-chose d'autre que le sucre. On peut faire aussi des choses un peu similaires en chocolat, mais on transforme pas autant la matière. Là, on apporte vraiment une cuisson dans le sucre. D'accord, et donc c'est là, voilà, ça a commencé comme ça, et vous avez décidé de vous former et de rentrer dans les compagnons à 15 ans. Exactement, j'avais pas prévu de démarrer par là au départ, j'étais plutôt parti pour faire des études et j'ai envie de devenir géologue et vulcanologue, parce que je suis passionné de... Déjà à 15 ans, vous aviez envie d'être vulcanologue, c'était très précis. Ouais, bah, je suis passionné en fait, bon déjà j'aime la nature et j'ai grandi à la campagne. Je suis passionné de volcans et de tout ce qui est autour du feu, j'adore le feu, c'est une énergie qui me parle beaucoup et donc j'avais envie de partir dans cette direction et la vie a fait que finalement j'ai décidé plutôt de partir chez les compagnons pour avoir une indépendance financière rapidement. Et justement, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous êtes passé de vulcanologue à CAP pâtissier ?
Alors, il y avait une envie de ma part lorsque j'étais au collège de devenir vulcanologue, et puis le conseil d'orientation m'a clairement fait comprendre qu'il y avait au moins 10 ans d'études, et ma situation à l'époque n'était pas dans cette direction. L'école, c'était pas complètement votre truc? Non, pas du tout, parce que moi j'aimais bien ça. Ouais, non, vraiment, moi j'aimais bien ça. Je suis plutôt un bosseur, donc que ce soit dans la matière ou dans les études, je pense que ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais je crois que la rencontre chez les compagnons et tous ces hommes de métier, je dis bien des hommes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de femmes lorsque j'ai commencé, tous ces hommes de métier qui sont passionnés justement par la matière et par la transformation de la matière et par un savoir-faire qui est unique au monde, m'a vraiment passionné instantanément en fait. Alors on arrive direct aux anges gardiens, mais il y a eu des personnes qui au départ ont incarné ce rêve pour vous. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent, comme des gens qui vous ont ouvert des portes, guidés dans cette voie-là, qui est devenue votre destin après? Ouais, alors chez les compagnons, il y a en particulier mon maître de stage de l'époque qui s'appelle Nicolas Chevrieux, qui vit aux États-Unis actuellement, qui a été vraiment là quand même pour m'aider et m'aiguiller pendant plusieurs années. C'est un compagnon pâtissier aussi qui m'a aidé à avancer vraiment dans ma vie professionnelle et personnelle. Et puis très rapidement, évidemment, j'avais 15 ans, 16 ans, je regardais les grands chefs, et à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. C'était qui à l'époque? À l'époque, il y avait principalement Christophe Michalak, qui venait juste de gagner la Coupe du Monde à l'époque où il était au Plaza Athénée. Il y avait Christophe Felder, il y avait Jérôme Chaussès, il y avait quelques noms comme ça, de chefs pâtissiers qui étaient plutôt dans des grandes maisons. Il y avait Christophe Adam, qui était chef Auchan à l'époque, oui. D'accord, donc ça, c'est ceux qui vous faisaient rêver. C'est une formation dans les métiers d'art qui est réputée difficile, la formation par la voie des compagnons du devoir. C'était dur pour vous? Ça a été un effort? Oui, alors c'était un vrai effort. Je pense que dire le contraire serait une aberration. Tu commences, t'as à peine 15 ans, tu commences très tôt le matin, surtout dans ce métier de boulanger-pâtissier. Le métier a bien évolué dans ce sens, mais il y a presque 20 ans déjà, je commençais à 3h du matin, j'avais 15 ans. On faisait des grosses journées où on comptait pas les heures, c'était normal de faire des journées de 12 heures. Et lorsqu'on rentrait chez les compagnons, ensuite on avait des cours dans les autres domaines, en fait, en art plastique, en français, en maths, en histoire géo. Donc ça, cumulé à toute la communauté et la vie dans une maison, ouais, ça faisait des grosses journées et c'était tout de suite très intense en fait. La vie dans une maison, c'est parce que, on va le rappeler à ceux qui connaissent pas, mais il y a une vie en communauté des compagnons, vous avez des tâches que vous partagez pour vous occuper de la maison, c'est ça? Exactement, ouais. On appelle ça des gâches même. Des gâches. L'idée c'est de se prendre en main et d'être responsable. Donc très jeune en fait, très rapidement, on est déjà on s'occupe de sa petite personne et on s'occupe des gens autour de nous, des plus jeunes, et on est là pour s'entraider et vivre en communauté dans une vraie fraternité. Ouais. Je trouve ça très beau à chaque fois qu'on me raconte ça. Moi. Il y a une utopie en fait, mais c'est une utopie qui fonctionne depuis des siècles et qui transmet de façon assez discrète et dans l'ombre des savoir-faire et des savoir-être en réalité. Complètement, oui. C'est vraiment, je pense, l'essence même de l'association, c'est de faire grandir un jeune ouvrier, on va dire, en tant que personne, en tant qu'homme, à devenir quelqu'un de responsable dans tous les aspects que ça peut invoquer. Et j'ai l'impression aussi que dans le principe des compagnons, vous l'avez dit, la transmission se met tout de suite en place. Même très jeune, on commence déjà à s'occuper des plus jeunes et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui vous a jamais quitté, ce sens-là. Que ce soit inné ou non, en fait, t'as pas le choix. Tout simplement, c'est une contrainte lorsque tu arrives et que tu as 15 ans, qu'on te force à aller aux ateliers tous les week-ends, à manger tous ensemble, tous les soirs à 19h. Il y avait des choses comme ça qui étaient particulièrement strictes et précises, qui, quand tu es un jeune ado de 15 à 20 ans, t'as pas forcément ce cadre-là et ces règles-là. Ça t'oblige à prendre soin, évidemment, de toi et de ta tenue, de ta façon d'être, mais aussi des gens qui t'entourent et des gens autour de toi. Donc, pour ça, c'est une formation extraordinaire. Donc c'est énormément de rigueur dans le travail, rigueur dans la vie personnelle. C'était comment pour vous cette rigueur à cet âge-là? Vous avez aimé ça? Ça vous a donné un cadre qui vous a plu? Ouais, alors je pense que ça m'a pas sauvé, c'est pas le terme, mais ça m'a vraiment donné un cadre d'évolution personnelle et professionnelle, parce que sinon je pense que je serais parti un peu dans tous les sens. Je suis quelqu'un d'assez excessif par mon caractère et très impatient. Ça m'a donné vraiment un cadre de vie en fait qui était sérieux et rigoureux. Ouais, vraiment la rigueur, c'est le terme. Donc ce coup de foudre avec le sucre à une journée porte ouverte, à travailler 15 heures par jour tous les week-ends, ça a tout de suite été évident? Vous avez jamais été déçu? Si, j'ai été déçu. Ça a commencé rapidement, j'avais 15 ans, j'ai fait un CAP pâtissier pendant 2 ans, et ensuite j'ai fait un tour de France, donc j'ai changé de ville tous les ans pendant presque 8 ans. Donc ça, c'était une formation qui était extrêmement instructive, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai fait des très belles rencontres, et notamment mon meilleur ami que j'ai rencontré chez les compagnons, et encore aujourd'hui je l'ai au téléphone presque tous les 2 jours. Donc ça a été vraiment riche en termes d'expérience et de rencontres professionnelles et humaines. Maintenant, lors de mon parcours, j'ai aussi, dès le plus jeune âge, beaucoup travaillé. Et le défaut de ça, c'est que ça fait un trop-plein et tu satures à un moment donné.
Et lorsque j'avais 22 ou 23 ans, j'avais vraiment une saturation de ce métier et j'avais envie de passer à autre chose. Et donc j'ai eu envie de reprendre des études et de faire complètement autre chose. Et vous l'avez fait ? Du coup, non, j'ai fait les démarches. Ça aurait été quoi comme étude ? Alors, j'ai fait les démarches pour rentrer dans une école à Lausanne, en Suisse, pour reprendre des études d'hôtellerie, management, mais plutôt vraiment dans la fonction management, parce que j'ai toujours aimé encadrer des équipes et aller dans le sens de la transmission et de la bienveillance. J'avais envie de reprendre des études dans ce sens-là, en fait. Et finalement, c'est ce que vous faites aujourd'hui ? En tout cas, c'est ce que vous avez fait à la tête de Fauchon ? Ouais, alors... On peut dire ça, là je fais des grands pas en avant parce qu'il y a tout un parcours. Oui, bien sûr. Mais vous êtes arrivé au même endroit. Ouais, alors avec le temps, oui. Très concrètement, à l'époque, j'avais envie de reprendre ces études et puis le temps que le programme se fasse, j'ai accepté un job qui pour moi allait être pendant 6 mois à l'hôtel de Crillon. J'ai rejoint l'équipe de Jérôme Chaussès à l'époque et en fait ça a animé en moi un truc que j'avais perdu, un peu le feu de l'amour du travail bien fait, de l'excellence. Et donc j'ai appris à travers une expérience dans un palace comme celui-là, les différentes cartes de dessert, le brunch, la viennoiserie, le gastronomique, la brasserie, le bar, les banquets. Donc il y a vraiment énormément de choses diverses et ça a vraiment rallumé la flamme chez moi et en fait j'ai laissé tomber l'école de Lausanne et j'ai continué en pâtisserie. Vous vous êtes fait rattraper par la matière. Ouais, exactement. Du coup, ça m'a permis quand même très jeune d'encadrer rapidement des brigades d'une vingtaine de personnes alors que j'avais même pas 25 ans. Ouais, quand même. Donc voilà, et ça a commencé comme ça, ce parcours en palace, qui vous a permis de faire la tournée des Grands-Ducs. Allez, racontez-nous, faites-nous rêver. Non, mais voilà, j'ai eu la chance de rentrer à l'hôtel de Crillon avec Jérôme, et puis très rapidement, je suis passé de jeune commis à chef adjoint, et ensuite j'ai eu la chance d'intégrer le Plaza Athénée aux côtés de Christophe Michalak et de Jean-Marie Hiblot, qui a été un chef pour moi extraordinaire, qui m'a appris énormément de choses, qui était quelqu'un de très humain. Et puis Christophe, c'était pour moi l'emblème de la pâtisserie française. C'est quelqu'un que je regardais depuis que j'avais 15 ans. Oui, on l'a dit, c'était le rêve de vos 15 ans que vous avez rejoint. Ouais, mais donc voilà, une expérience au Plaza Athénée. Et puis ensuite, je suis devenu le bras droit de Christophe Michalak durant presque 3 ans pour les ouvertures de ces écoles à Paris, avant de reprendre mon premier poste de chef pâtissier au restaurant Le Taïwan, qui est un restaurant 2 étoiles Michelin. Et puis après, j'ai rapidement, pendant une année, fait un peu de conseils et de démonstrations, beaucoup de voyages encore, avant de prendre le poste de chef pâtissier exécutif pour le groupe Fauchon il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans et que vous avez quitté il y a 1 an, c'est ça ? Que j'ai quitté il y a 6 mois. Il y a 6 mois, donc c'est très récent. En tout cas, c'est votre dernière grande aventure. C'était de diriger la pâtisserie chez Fauchon, qui est un peu un emblème de la pâtisserie française. Exactement, oui. Déjà une très belle maison qui vit place de la Madeleine depuis 1886. Donc il y a eu énormément de choses, une très belle pâtisserie, traiteur, épicerie, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est une maison qui est encore là 130 ans après, donc c'est assez beau. À l'époque, lorsque j'étais gamin, on va dire, c'était Christophe Adam qui était le chef pâtissier. Et puis, j'ai envie de dire que mon année de naissance, en 88, le chef exécutif, c'était Pierre Hermé, qui est aujourd'hui quelqu'un que je respecte énormément. Et donc, il y a vraiment comme ça une sorte de, encore une fois, de transmission du savoir-faire à travers une très belle maison et des belles créations. Alors justement, Pierre Hermé, c'est notre transition et c'est un des premiers chefs pâtissiers qui s'est impliqué dans le secteur des métiers d'art. Je crois qu'il est encore, en tout cas, il a été longtemps dans le jury du prix Bettencourt, qui est un prix important dans les métiers d'art. Et vous, je connais, parce que vous me l'avez dit, votre passion pour les métiers d'art. Racontez-nous ce pont et cette évidence entre la pâtisserie et les savoir-faire. Alors justement, en pâtisserie, on a des savoir-faire quand même très marqués, d'une part de transformation de la matière, mais aussi de gestes techniques, avec, je pense, un joli fonçage de tarte. Une tarte très bien foncée et une qui est très moyenne, on voit tout de suite la différence technique. Ce sont des petits gestes comme ça, et en fait, elle est vraie dans notre métier, dans le sens où il y a toujours une opération de transformation de la matière qui opère vraiment. C'est-à-dire que, comme je le dis assez régulièrement, si je prends même les meilleures noisettes du monde et que je les mets dans une assiette, ça en fera jamais un dessert. Ce qui est différent d'un métier comme la cuisine, par exemple. On prend la meilleure protéine, les meilleurs légumes et le meilleur poisson, on le cuit à la perfection, on le pose dans une assiette, en général ça fait un plat extraordinaire ou exceptionnel. En pâtisserie, c'est pas vrai. Si on fait pas monter la crème pour la transformer en chantilly, si on fond pas le beurre pour en faire un beurre pommade pour faire un cake, il se passe rien en fait. C'est vraiment ça qui est assez extraordinaire dans ce métier. Donc la transformation de la matière, la minutie. Ouais, la précision. Ouais. La précision. La précision parce que pour la création, on est obligé de partir très loin et de faire beaucoup d'essais. Et souvent des choses qui foirent, et tant mieux, ça permet de rebondir sur autre chose. Mais pour la reproduction, on est obligé de peser au gramme près toutes nos recettes. C'est vrai qu'on a un métier de rigueur et de précision qui est vraiment militaire, au gramme près, dans tout ce qu'on essaie de reproduire à plus grande échelle. Voilà, et ça c'est un vrai point commun avec les artisans d'art qui travaillent des matières dures, les matières durables, qui travaillent au 10e de millimètre. On a ça, on a aussi le travail du volume, la sculpture. Bien sûr. Ça peut aller jusque-là pour vous, votre métier ?
Oui, complètement. Alors on en parlait un peu au démarrage de sucre, mais aussi du chocolat. C'est une matière qui est à la fois ferme, mais aussi qu'on peut fondre. On peut la rendre texture un peu pommade, on peut la modeler, on peut la sculpter. L'avantage de cette matière, chocolat et un peu sucre, c'est qu'on peut la conserver. Une des grandes difficultés de notre métier, c'est que c'est un métier très éphémère. Je peux passer des heures et des heures sur un dessert ou sur un gâteau. Il va être dégusté en quelques minutes en général. Ouais. Même un dessert de restaurant 3 étoiles Michelin, en fait, on va passer des heures à assembler des tout petits éléments qui vont être et dégustés et qui vont disparaître en l'espace de moins de 2 minutes, 3 minutes. Il y a un côté très frustrant parfois. C'est presque un happening artistique en fait. C'est aussi un point commun avec certains artisans d'art qui doivent laisser partir une œuvre sur laquelle ils ont travaillé pendant des mois. Il faut savoir se défaire. Oui, exactement. Et nous, c'est vraiment une grande difficulté et une contrainte importante. Tu pars du principe que quand tu te lèves le matin et que tu vas travailler sur quelque chose, de toute façon, il est destiné à disparaître très rapidement. Donc en fait, la seule chose que tu laisses, c'est l'émotion à travers une cuillère. C'est quand même une sensation assez particulière de mettre autant d'énergie, d'amour, d'investissement, de temps, d'argent pour une cuillère en fait. Surtout que c'est pas une émotion qu'on va vous partager. C'est-à-dire que le client, il va pas venir se lever et vous raconter son émotion. On imagine l'émotion qu'il a. Mais il y a aucun moment où ça revient à vous, si? C'est très rare. Ça arrive qu'on puisse, en tant que chef pâtissier, faire le tour de la salle et de rencontrer certains clients qui vont nous dire « Ah, j'ai mangé un dessert, c'était exceptionnel ». Mais 98% du temps, non, ça n'arrive pas. Donc on est vraiment dans une espèce d'approche même presque un peu égoïste parce qu'en fait, moi, lorsque je construis un dessert, il faut qu'il me plaise d'abord à moi. S'il me plaît, je le mets à la carte. Mais s'il me plaît pas... Donc c'est vraiment une approche assez singulière quand même de ce métier. Vous vous fiez à votre propre émotion. C'est ça votre récompense? Ouais, et d'essayer de transmettre un truc en fait. Ouais. Peu importe que ça plaise ou non, j'ai envie de dire, c'est un choix, une expression qui est très momentanée, qui est hyper éphémère en fait. Ouais, je comprends. C'est l'introduction, François d'Aubinet, de notre podcast et c'est la définition des artisans d'art. Pour nous, c'est l'alliance de la technique et de la poésie. Ça vous parle, ça, vous, dans votre métier? La poésie, j'ai envie de dire, c'est presque plus une notion d'impalpable, quelque chose qu'en fait on a envie de raconter. Je pense que c'est une grande notion de sensibilité en fait à la matière, aux gens qui nous entourent, aux couleurs. Encore une fois, on parle d'inspiration. Enfin, pour moi, il n'y a pas de poésie sans inspiration. Ce que je trouve assez exceptionnel dans notre métier, la pâtisserie, contrairement à un métier comme la cuisine ou la boulangerie, où on est là pour nourrir les gens, la pâtisserie, on est toujours là pour apporter du plaisir aux gens. En fait, c'est un métier de plaisir dans le sens où on fête ses 20 ans de mariage dans un restaurant 3 étoiles Michelin ou qu'on offre un fraisier à sa petite nièce de 6 ans en famille, en campagne. En fait, on est toujours à travers un partage et un plaisir de partager avec les gens avec qui on est à ce moment-là. Donc je crois que dans notre métier, la poésie, elle se trouve là en fait. Elle se trouve à travers une sorte de moment de partage en fait qui est pas nécessaire en fait. On n'en a pas besoin pour vivre. C'est pas vital de manger les gâteaux. Par contre, c'est un besoin, une envie de partager un moment particulier de convivialité avec les gens qui nous entourent et qu'on aime. Ouais, c'est une expérience. C'est l'expérience aussi partagée, d'une certaine manière. Ouais. Si vous deviez travailler une matière dans un atelier d'art, vers laquelle vous iriez en premier? Alors, il y en a deux que j'ai en tête tout de suite. J'ai envie de parler de souffleur de verre. Souffler du verre, encore une fois, c'est l'énergie du feu. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné et intéressé. Et ensuite, il y a ce côté matière fer. Vraiment, le côté fer martelé, presque chaudronnier, un peu transformation de la matière fer, quoi. Ouais, c'est le feu, votre truc, vous, en fait. Ouais, j'adore ça. Et alors, souffleur de verre, je crois que vous avez eu un projet avec Jérémy Maxwell Winterbert, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors racontez-nous, parce que vous êtes allés les voir. En fait, vous aimez les artisans, donc vous leur écrivez et vous proposez des projets avec eux. Exactement. Alors en fait, dans la démarche, déjà, je suis extrêmement intéressé et presque comme un gamin avec des yeux d'enfant qui met les yeux sur une personne, un homme ou une femme qui a un savoir-faire exceptionnel. Et c'est le cas de Jérémy, en fait. J'ai découvert son métier et son art à travers son compte Instagram. Avec beaucoup d'audace, je l'ai contacté en lui disant bah voilà, j'aimerais passer voir un peu ce que tu fais, est-ce que c'est possible? Et il m'a répondu très simplement, passe boire un café samedi matin, je suis à l'atelier, je suis tout seul, j'ai un peu de temps. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Merveille des métiers d'art. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes curieux, intéressé et passionné. Et alors, ça nous amène à parler de votre projet. Vous êtes en train de travailler sur un ouvrage, un bel ouvrage. J'aimerais que vous nous en disiez plus.
Alors, je suis en train de travailler sur un joli livre qui sortira en fin d'année, qui raconte justement 10 histoires de la création. J'avais pas envie de faire un livre de chef dans lequel on voit des recettes et des photos de jolis gâteaux. En fait, ce qui m'intéresse à travers cet ouvrage, c'est de raconter des histoires de création. Déjà, de raconter des histoires, parce que je trouve que la première vocation d'un métier de création, c'est de faire rêver les gens. C'est de leur raconter une histoire à travers une expression très singulière, très personnelle. Et dans ce cadre, j'avais envie, à travers mon livre, de raconter 10 histoires de création qui, dans l'esprit, font rêver. On parle pas forcément de gâteau, en fait. On parle de transformation de la matière, on parle d'humilité, on parle de rencontres et d'échanges avec des professionnels qui ont un savoir-faire unique au monde et qu'il faut conserver. Et pour moi, tout le but de ce livre, c'est justement de raconter des histoires, ce qui fonctionne mal, ce qui a foiré parfois, des essais ratés, ce qui m'a permis de rebondir sur certaines créations que je n'avais pas du tout pensées et qui sont très loin de ce que j'avais imaginé à la base. Mais voilà, donc c'est vraiment... Donc c'est des créations pâtissières inspirées de rencontres avec des artistes qui vous inspirent, on peut dire ça ? Oui, complètement. Ce sont des histoires d'inspiration avant tout, avant la création même. Parce que l'idée, c'est vraiment des gens qui m'inspirent, dont j'ai envie de raconter une histoire d'une collaboration, d'un échange, d'une rencontre, d'une pensée complètement farfelue qui en donne, je sais pas, 3 mois plus tard, un gâteau pour un événement très précis et qui, encore une fois, sera éphémère, qui va durer 2 jours ou 1 heure. Et en fait, voilà. Oui, et donc c'est ça, la trace de cette expérience et de cette créativité, elle est dans l'émotion, mais elle est aussi dans toute l'aventure qui a eu lieu avant. Et c'est ça qui est merveilleux, ce livre va nous permettre à tous de partager ces aventures. Exactement, ouais. Alors, l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires de création à travers des inspirations qui m'entourent et surtout des gens qui ont un savoir-faire exceptionnel et qui sont de belles personnes. Et alors justement, la création, c'est ça qui vous guide et qui vous a amené à quitter ce merveilleux poste pour lequel vous étiez si jeune et déjà tellement arrivé, et vous continuez votre route, vous n'avez pas envie de vous poser. Pas sur cette branche-là, en tout cas. Ah ouais, c'est une belle métaphore. En fait, c'était une très belle expérience d'avoir été à la tête de la création là, de Fauchon pendant 5 ans. Mais comme tout dans la vie, je pense que c'est un cycle. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison et que là, j'avais envie de partir vraiment sur une nouvelle aventure, d'écrire aussi mon histoire. J'ai presque envie de dire que ça fait 20 ans que je travaille pour ça et j'ai enfin trouvé ce qui me plaît, ma valeur ajoutée, ce que j'ai envie d'apporter entre guillemets au monde et autour de moi, en fait. J'ai envie de travailler dans un cercle vertueux avec des gens passionnés et passionnants. Voilà. Ça donne envie. Non, mais ouais. Non, mais quel épanouissement et quel bonheur d'arriver à ce constat-là à même pas 35 ans et d'avoir les ressources et l'écosystème pour pouvoir vraiment le mettre en œuvre, en fait. Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, c'est vraiment à la fois du travail, mais je dirais qu'au-delà du travail, parce que beaucoup de monde travaille énormément, il faut aussi avoir une certaine capacité d'ouverture d'esprit, de regarder ce qui se fait un peu autour de soi, d'être très curieux, comme vous le disiez. Il faut avoir l'audace aussi d'essayer des choses et pas avoir peur de se planter. Je prends beaucoup de risques dans ma vie professionnelle très régulièrement, et en fait, ça paye ou non, mais il faut... Vous n'avez pas peur ? Non. Vous avez confiance ? Ouais, complètement. Ouais, je crois que c'est une des clés aussi. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on a envie d'exprimer. Je laisse un joli silence là-dessus parce qu'il n'y a rien de mieux à ajouter que ça. Ça vous manque pas le travail en équipe maintenant que vous êtes revenu tout seul au laboratoire ? Alors je suis solo, c'est vrai, un peu en ce moment. Lorsqu'on est chef pâtissier, on a la chance d'avoir une brigade. En fait, c'est même pas une équipe, c'est une brigade. Ça a son terme dans le sens où la brigade, l'équipe nous suit dans nos moindres délires, dans les grosses journées de travail, dans les grandes difficultés, dans les grosses remises en question. Et donc, on a ce travail en équipe qui est nécessaire, en fait, en tant que chef pâtissier. Je pense, contrairement au métier d'art, peut-être, où vraiment tout se passe à travers les mains d'une personne pour créer un objet d'exception sur lequel on va bosser pendant des mois, peut-être. Là, en pâtisserie, il y a une notion de rentabilité, de productivité, parce que le prix de vente d'un gâteau, il excède jamais 6 ou 7 euros. Et donc, il y a ce côté, on est obligé d'en faire en grand nombre pour arriver à en vivre. Et donc, pour ça, on a besoin d'une équipe qui soit hyper compétente, qui soit formée, qui soit... Voilà. Donc, c'est un vrai travail de chef d'orchestre, presque, d'arriver à former tout le monde, à faire en sorte que la production quotidienne sorte comme on l'a imaginé, comme on la souhaite, mais aussi de faire en sorte que ce soit un écosystème où chacun grandit, chacun trouve sa place, chacun arrive à créer. C'est un vrai sujet, ça, le travail en équipe dans un labo. Et c'est quoi vos outils pour transmettre et pour former ? C'est les mots, c'est l'exemplarité, c'est comment ? C'est quoi votre technique à vous ? Je dirais qu'on est très mauvais là-dedans, dans le métier, mais ça commence à être mieux. En fait, on nous apprend pas ça à l'école. J'en ai souvent parlé en disant que on nous apprend vraiment des techniques à faire des gâteaux, mais on nous apprend jamais à gérer des gens autour de nous. Donc ça se fait un peu avec l'expérience, avec la force. On fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai géré des grosses brigades depuis très jeune et j'ai fait énormément d'erreurs. Je regrette pas, mais ça m'a vraiment servi d'expérience
pour ces dernières années avoir un management beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert, laisser la place à chacun. C'est difficile en fait en tant que chef, à la fois de donner un cadre très rigoureux pour que la répétition des produits se fasse à la perfection, et en même temps de devoir délaisser une petite partie de ce pouvoir à chacun pour que chacun puisse trouver aussi son petit jardin de création, d'expression et tout. Donc il y a des outils, mais le seul qui soit valable, c'est l'exemplarité. Enfin, je pense à certains chefs comme Maxime Frédéric, qui est un ami. Il fait des choses incroyables au quotidien aujourd'hui au Cheval Blanc. Ce qui maintient tout ça, c'est le fait qu'il soit là au quotidien et qu'il soit extrêmement impliqué et investi dans son équipe et dans son labo au quotidien, quoi. Ouais. Il y a une question qu'on pose beaucoup aux artisans d'art, mais je pense qu'elle marche bien avec les pâtissiers aussi. Vous avez mal où le soir, après une journée à l'atelier? Alors, je dirais que dans des journées en cuisine et en labo, très souvent aux jambes, quand même. C'est un métier qui nécessite d'être entre 10 et 12, 14 heures par jour debout, en train de courir, en train de faire des petits pas, de piétiner un peu dans la cuisine. Donc c'est souvent quand même les jambes. La plus grosse contrainte, peut-être, de notre métier, c'est le nettoyage. On passe, je dirais, 70% de notre temps à nettoyer. Ça casse le rêve, ça. Hein. Ouais. Mais il faut en parler, au contraire, faut justement. le dire, ouais. Parce qu'on n'imagine pas, quand on démarre ce métier, qu'on va passer 70% de notre temps, de nos journées, à nettoyer, en fait. À nettoyer, à ranger, à nettoyer ses outils, à nettoyer son plan de travail. En fait, on a des mesures d'hygiène et de protection sanitaire qui font qu'en fait, on se doit de travailler hyper clean, évidemment. Mais en fait, en pâtisserie, comme tu fais beaucoup de petites recettes, tu te laves, je sais pas combien de centaines de fois les mains par jour. Ton plan de travail, ton matériel, faut tout désinfecter le matin, le soir, quand tu commences, quand tu finis ta journée. Donc ouais, c'est vraiment une partie prenante du métier. Intéressant. On répond pas à où est-ce que ça fait mal, mais où est-ce que c'est pénible en fait. Ouais, tout à parce fait. que c'est pas juste, tu passes pas un coup de balai à la fin de la journée dans ton atelier. Ouais, c'est vraiment autre chose. Même quand on fait une simple crème pâtissière, on se doit d'avoir un matériel totalement désinfecté, propre. Sinon, cette crème va commencer à proliférer des microbes et en fait, elle sera plus consommable au bout de quelques heures ou quelques jours. Donc, on se doit vraiment d'avoir une hygiène irréprochable. Alors, on aime aussi une passion au Craft Project pour les mots techniques. Est-ce qu'il y a des mots techniques de votre métier que vous pouvez nous donner? Et moins on les comprend et plus on est content. Je sais pas, en tête, je dirais satiner. Ouais. Foncer une tarte, en fait, c'est le geste d'appliquer une pâte sucrée en général dans un cercle à tarte pour en faire un fonçage, peu importe la forme qu'il soit oblong, carré, rectangle, tout ce qu'on veut. Satiner, c'est plutôt prendre une masse de sucre qui est cuite. En fait, le sucre, c'est vraiment intéressant parce que on va mettre un tiers de son poids en eau et on va le cuire ensuite. Et une fois qu'on arrive à ébullition, il va passer par différents stades de décomposition et on va passer à 105, 110, 115, 120, 130, 140 jusqu'à ce qu'on aille à 160, entre 160 et 170 degrés, on va dire, 175 grand maximum, pour l'amener à une espèce de cuisson un peu caramel. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va le couler sur des toiles silicone et on va le travailler de manière comme une pâte de verre pour un souffleur de verre, sauf que là, c'est une espèce de pâte de sucre qui est pas en fusion, mais qui est vraiment une pâte malléable comme ça, mais qui est très chaude. Donc, on travaille avec des gants sous une lampe à sucre. Et donc, cette action d'homogénéiser cette masse de sucre et d'incorporer de l'air dedans pour lui donner la texture idéale et la couleur, ça s'appelle satiner. Donc, on ressort tout le satin et la lumière du sucre, en fait. Magnifique. Alors justement, à propos de texture, vous, ça fait partie de votre pâte et de votre spécialité, c'est d'aller inventer des textures. Inventer, je sais pas si on invente des choses. Ah si, moi je vous ai vu inventer une texture avec du cellophane froissé. Vous l'avez inventé celle-là. Ouais, alors c'est une des techniques que j'ai mises au point, mais l'idée c'est d'aller jouer justement avec des curseurs de ce qui ne se ferait pas habituellement, notamment là ce que j'ai fait sur une tarte aux noisettes Jean Luja avec une sorte de disque de chocolat très fin, presque thermoformé au contact des noisettes, qui est vraiment un exemple très précis de ce qu'on peut faire avec cette matière. Chocolat par exemple, qui donne un effet presque en fait métal martelé, tu vois, presque un peu... Mais oui, mais c'est pour ça que l'inspiration, elle est si riche dans les ateliers. Les dialogues, ils sont si riches entre vous, pâtissiers, et vous dans les ateliers. Et moi, j'ai trop hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Donc, votre curiosité, elle vous amène un peu partout. On va aller voir ensemble un joaillier dont le travail vous a beaucoup plu. Il s'appelle Carl Maslow. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous inspire? Où est-ce que vous avez envie qu'on vous emmène? Alors, je dirais... il y a beaucoup de choses. Moi, je suis un grand fan d'art au sens très général du terme. Donc, d'art contemporain, de sculpture, de peinture, de street art, de graphe.
J'adore aller dans des expos, mais j'adore aussi aller dans des ateliers, presque plus dans des ateliers parce que tu découvres derrière la technique et la personne. Il y a le travail de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Romain Froquet, qui m'a accueilli dans son atelier il y a quelques années maintenant, qui m'a montré aussi sa façon de travailler. Il fait quoi ? Il fait de la peinture. D'accord. La peinture et du dessin. Il a fait une super expo qui s'appelait Lignée, que j'ai encore en tête. J'aime aller voir les métiers d'art et d'artisanat d'art, mais j'ai déjà eu la chance quand même de collaborer avec plusieurs personnes. Je pense à Elsa Muse, avec qui j'ai fait la robe pour le dernier salon du chocolat, qui est une créatrice en fait de mode et de haute couture, et à travers elle on a eu la chance de travailler avec Lisandre et Chimène qui sont respectivement un couturier et une brodeuse d'art. Donc voilà, c'est des métiers comme ça qui sont je trouve passionnants et avec lesquels j'ai envie de créer des ponts en fait, presque de créer un collectif de gens, encore une fois je le disais, mais passionnants et passionnés. On compte pas nos heures, on aime ce qu'on fait, on a envie d'exprimer quelque chose. Ouais, on appelle ça la Craft Family ici. Ouais, je la découvre. Ouais, et vous y êtes le bienvenu. Merci. Il y a une fée des métiers d'art dans notre communauté. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Alors je dirais de m'aider à faire de cet ouvrage sur lequel je travaille énormément en ce moment, vraiment réaliser ce que j'ai en tête, d'arriver à mettre en scène et en valeur des gens qui sont des personnes vraiment exceptionnelles parce qu'ils expriment à travers leur énergie en fait. Donc j'ai vraiment envie de mettre en scène ces histoires de création et d'arriver à amener ce métier à ce que j'ai vraiment envie d'en faire de mes mains et de ma vie. Je me perds un peu dans ce que je dis, mais quand je repense aux jeunes moi, il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé il y a 15 ans, je pensais pas de faire cet apprentissage en pâtisserie, qui était un simple CAP pâtissier, il faut le rappeler quand même. À l'époque, c'était extrêmement décrié, on passait un peu pour des neuneux, parce que c'était une voie de garage, et en fait, on te dit, bah, tu finiras à 1200 balles jusqu'à la fin de ta vie, et tu vas mourir comme ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, 20 ans après, ce qui est quand même assez fou. Aujourd'hui, quand on se présente en tant que chef pâtissier, on voit les étoiles dans les yeux des gens, alors que c'était vraiment pas ça il y a 20 ans. Et donc ça m'a amené aujourd'hui à réaliser des projets qui sont incroyables. J'ai eu la chance de collaborer avec l'artiste Opar il y a 3 ans sur un projet encore une fois éphémère. On a créé ensemble un entremets qu'on a appelé Fragment. La semaine prochaine on part à Montgomery en Alabama pour donner et dispenser du savoir-faire, de l'inspiration à des jeunes en difficulté dans des banlieues, dans des ateliers. Donc on part faire une super action en fait, et à la base je fais juste des gâteaux moi. Donc voilà, c'est dingue en fait de se dire que quand on a envie de faire bien les choses avec beaucoup de sincérité, on essaie de faire les choses bien autour de soi, en fait ça amène à ce genre de choses, alors qu'à la base moi je fais juste des gâteaux quoi. Et donc bon voilà. Ouais, mais c'est jamais juste des gâteaux alors. Alors justement, c'est très intéressant la façon dont la cuisine puis la pâtisserie sont devenues d'une voie de garage à une voie de starification totale. Comment on peut faire pour que nous, les métiers d'art, on bénéficie aussi de cette transhumance-là ? Alors c'est hyper simple, ma réponse, elle est très précise. On a eu la chance d'avoir une explosion de nos métiers, de la cuisine et de la pâtisserie à travers la télé. Faut pas se mentir, il y a eu quelques chefs qui ont permis de mettre en scène nos métiers, mais ça passe à 99% à travers les émissions de télé qui sont là depuis 10 ans. Je pense à Cyril Lignac, je pense à Top Chef, je pense à certains chefs, dont Christophe Michalak, mais c'est pas le seul, à avoir vraiment mis nos métiers en valeur sur des plateaux télé. Et en fait, il faut presque les scénariser pour raconter aux gens, en fait, ce que c'est vraiment que de partir de sable et de silice et d'en faire du verre soufflé, de partir de la terre et de l'argile et d'en faire une céramique incroyable. Et en fait, il faut le raconter aux gens, il faut l'expliquer, il faut leur montrer que c'est énormément de travail, que c'est beaucoup de savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de remise en question, et tout ça, il faut le raconter en fait. Et je pense qu'à travers des émissions comme Top Chef, les gens ont pu se projeter et se rendre compte de la difficulté de ce métier, et de ce côté aussi magique, mais il faut aller chercher un peu plus loin en fait. Ouais, complètement raconter l'aventure humaine qu'il y a derrière, et à laquelle tout le monde peut s'identifier en fait, quel que soit son niveau technique. Ouais, voilà, mais je pense que pour répondre à votre question, demain, s'il y avait une émission comme Top Chef pour, je sais pas, les meilleurs souffleurs de verre, ou pour Elia, le ou la meilleure céramiste, en fait, d'un seul coup, ça prendrait un autre intérêt, parce que les gens se diraient « Ah ouais, en fait, c'est ça quand même, on part d'une matière. » Et voilà, je crois que c'est un des axes, peut-être, pour mettre en avant ces métiers d'art. Et ensuite, bah, évidemment, la communication. Aujourd'hui, on peut plus passer à travers des réseaux sociaux qui racontent une histoire, qui ont une vraie stratégie. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, on n'avait pas besoin. Il y a 10 ans, on en rigolait. Et aujourd'hui, en 2022, en fait, on n'a plus le choix que d'être présent sur ces réseaux. On peut se dire que non, moi, je suis très marginal et je vais pas y aller, mais en fait, tu vas rester dans ton coin. Donc, je pense que c'est peut-être aussi un des axes de... Complètement. Et bien alors, c'est un message passé aux producteurs de télévision. Avec François Daubinet et le Craft Project, on est prêt à réfléchir avec vous à une émission sur la matière, la créativité et les savoir-faire.
Mais ce serait incroyable. Ce serait génial. Tu allumes ta télé en rentrant chez toi du boulot, t'as une grosse journée de travail et t'as déjà plein de soucis, et tu te rends compte qu'il y a des émissions comme ça qui justement parlent de matière et de créativité et d'aller repousser les limites, mais je suis certain qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui seraient prêtes à suivre ce genre de projet et à investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Oui, parce qu'ils comprendraient aussi le prix de ces objets et ils deviendraient des clients des métiers d'art. Exactement. Et en fait, moi je pense qu'il faut remettre ça au goût du jour. On va le faire. Allez, c'est un bon truc à demander à la Fée Clochette, ça. C'est ça, exactement. On veut une émission, on veut un top chef des métiers d'art, un craft chef, un top craft. Ça serait dingue. Ouais. Bon, ok, ça marche. Voilà. Merci François Dobinet. Merci à vous. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project